On va parler toujours de la présidentielle au Togo. Nous allons évoquer maintenant la question du financement public des candidats et voir quel est son impact sur la campagne, en tout cas au Togo. Il a été décidé depuis plusieurs mois d'un financement public de la campagne électorale. 60% de l'enveloppe débloquée doit être partagée entre les candidats à la présidentielle. Techniquement, il devrait revenir un peu plus de 42 millions à chaque candidat. Mais au moment où on est à 3 jours de la fin de la campagne, eh bien, ces fonds ne sont pas toujours en possession des candidats. Aucun des 7 ne l'a encore reçu. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo a sorti un communiqué aujourd'hui dans lequel il appelle le gouvernement à libérer ce fonds. Nous évoquons le sujet avec le directeur exécutif du CACID, Ghislain Niakou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel. Alors, sur ce sujet du financement public de la campagne, quelle est votre préoccupation là-dessus? Nous avons constaté avec étonnement que la loi concernant le financement de la campagne n'a pas été appliquée. Si le législateur a pris la décision de l'application de cette loi, c'est pour asseoir une certaine équité. Parce que nous savons que tous les partis politiques n'ont pas la même force financière. Nous constatons qu'à ce jour, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, aucun des partis politiques n'a reçu ce financement. Ce qui veut dire que les gens sont quelque peu lésés dans leur droit à pouvoir utiliser ce fonds pour aller vers les électeurs, partager leurs projets de société. Et donc pour nous, nous pensons que le gouvernement doit assez rapidement mettre en application le décret de 5 décembre 2019, dans lequel il rappelle cette loi et la nécessité de mettre en application cette loi de 2013. Alors, nous l'avons dit, c'est tous les partis politiques qui en sont victimes. Oui, bien sûr, c'est tous les partis politiques qui, aujourd'hui, aucun d'eux n'a reçu ce financement. Alors, on ne peut pas dire donc que le pouvoir l'a fait exprès du moment où UNIR également en est victime. A priori, non, parce que tous sont victimes. Mais si on pousse plus loin la réflexion, en se demandant, mais est-ce que tous les partis ont la même force financière? Je pense que la réponse d'emblée est non. Et donc, celles qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire la campagne se trouvent alors lésées. Parce que ces moyens auraient pu leur permettre au minimum de faire valoir un peu leur voix auprès des électeurs. Alors, quand vous écoutez par exemple le ministre du gouvernement, en l'occurrence Christian Crimois, ministre des Droits de l'Homme, même s'il est militant de UNI, qui dit que nous demandons au gouvernement de mettre ces fonds à notre disposition alors qu'il est du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant? Bon, je ne dirais pas forcément que c'est étonnant parce que le gouvernement, il ne répond pas seul au nom du gouvernement. S'il le dit, alors c'est qu'il veut faire porter la responsabilité du fait que les fonds ne sont pas mis à disposition au gouvernement dans lequel lui-même se retrouve. Donc, quelque part, c'est tout le gouvernement, y compris lui, qu'il met en cause. Et donc, il doit alors reconnaître, avoir dit alors que, en réalité, la décision du gouvernement de ne pas encore mettre à disposition les fonds, il emporte la responsabilité aussi autant que les autres membres du gouvernement et ils doivent en tirer les conséquences. Alors, au-delà de la mise à disponibilité de ces fonds, est-ce qu'il n'existe pas des moyens pour les candidats, par exemple, je ne sais pas moi, de saisir quelque juridiction que ce soit, parce que c'est un décret qu'il a décidé pour que cela soit respecté? Non, à ce jour, je pense que ce qui aurait pu être fait, c'est que les candidats puissent saisir la Cour constitutionnelle, par exemple, pour pouvoir avoir une décision qui dit que la loi n'a pas été respectée. Mais ceci dit, nous sommes à combien? À 3 jours de la fin de la campagne. Et là où nous sommes aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas une entorse sérieuse qui a été portée à tout le processus? C'est à eux qu'il appartient de faire une action judiciaire. C'est à toute personne, à ceux qui se sentent lésés, les partis politiques. Alors. Mais quand on les suit, on a plus l'impression qu'ils s'inscrivent plus dans une sorte de dénonciation et puis ça s'arrête là. Naturellement, là où nous sommes aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un processus où nous avons déjà beaucoup avancé. Il reste quelques jours pour la fin. Une procédure judiciaire prend du temps et va prendre du temps pour être réglée. Alors que la question doit être réglée assez urgemment.
est-ce que le gouvernement est prêt aujourd'hui à mettre à disposition ces fonds aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser et la réponse doit être qu'ils doivent le faire là où nous sommes actuellement en train de parler. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour que dès demain matin, les candidats aient à leur disposition les fonds. Même si on sait que ça a pris du temps, peut-être que ça peut au moins servir à quelque chose. En même temps, il y en a qui disent que, on sait que dans notre pays, il y a une grande confusion entre gouvernement et parti au pouvoir. C'est ces deux entités qui s'imbriquent véritablement. Et donc, on n'a pas envie de donner aux adversaires les moyens de se faire battre, de faire une belle campagne pour pouvoir se faire battre après. Non, je pense que vous avez vous-même la réponse à votre interrogation. C'est-à-dire, vous avez déjà montré un certain cheminement à prendre dans la réflexion, que les gens pensent que, etc. Oui, c'est des réflexions qui sont possibles et qui peuvent être soutenables. Nous l'avons dit tout à l'heure que tous les partis politiques n'ont pas la même force. Ce qui veut dire que il y a des partis, nous savons qu'il y a des partis qui sont financièrement plus forts et qui peuvent déployer beaucoup de moyens. Et donc ceux qui ne sont pas financièrement forts et qui, par contre, ont envie de se faire entendre parce qu'ils doivent avoir, le jeu doit être équitable pour eux tous, et c'est justement parce que le jeu doit être équitable que le législateur a voulu qu'un minimum soit mis à la disposition de tous les candidats pour qu'ils puissent aller vers les électeurs. Ceci dit, si certains qui ont plus de moyens peuvent aller sur le terrain avec leurs propres moyens, pendant que d'autres ne peuvent pas y aller, alors qu'ils ont des choses à faire valoir, il y a une certaine inégalité qui est manifeste et qu'on doit dénoncer. Alors même si Tchassona Traoré et Megogé, qu'on a écouté sur une radio aujourd'hui, disent que la non-disponibilité de ces fonds les a obligés à revoir leur programme, quand on regarde quand même dans le fond cette année, les candidats n'ont pas trop fait dans le bling-bling, dans l'exhibitionnisme, ils sont plus restés dans du porte-à-porte et tout. Et donc, ça n'a pas trop grand impact qu'ils aient ou non ces fonds aussi. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils entendent par revoir leur stratégie s'ils n'ont pas les fonds. Naturellement, on fait dans la politique de ces moyens. J'ose croire que c'est ce qu'ils veulent dire. Mais derrière, la problématique est là et réelle. Ils n'ont pas les fonds. S'ils les avaient eus, ils auraient fait mieux ou ils auraient alors fait ce qu'ils voulaient faire vers les électeurs pour se faire entendre. Alors pour vous, ça fait partie de recommandations que vous allez faire concernant ce scrutin? Naturellement, déjà notre démarche par rapport au communiqué, par rapport à notre venue sur cette antenne, c'est une démarche de plaidoyer envers les autorités pour qu'ils s'entendent raison pour donner le financement aux partis politiques. Naturellement, après les élections, nous ferons le point aussi pour ressortir un certain nombre de recommandations pour que, s'il le faut, on intègre directement dans la loi le moment précis où il faut débloquer les fonds, pour que le silence du test ne permette pas au gouvernement, de manière discrétionnaire, de ne pas remplir ses obligations. Alors, au-delà de ça, le collectif des associations contre l'impunité au Togo suit également de très près ce scrutin. Vous allez déployer des observateurs, c'est ça? Quel est le mécanisme mis en place? Oui. Pour cette élection, nous avons prévu de déployer 215 personnes qui sont réparties à 3 niveaux. Nous avons 3 dimensions. D'abord, la dimension suivre les médias. Tout ce qui se dit un peu sur les médias. La dimension suivre les défenseurs. Les collègues qui sont sur le terrain, s'ils ont eux-mêmes des problèmes particuliers par rapport au déploiement. Donc, on peut suivre et à la fois le mécanisme central du CACID qui consiste à faire le monitoring du processus lui-même et le mécanisme d'autres organisations, la société civile, quand les collègues auront un souci particulier sur le terrain, ils puissent avoir un répondant. Et ce mécanisme des défenseurs des droits de l'homme est porté par la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme en collaboration avec le CACID. Ça, c'est l'innovation que nous avons introduite aussi pour cette élection. Donc, le mécanisme a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qui concerne les médias, suivre un peu ce qui se passe sur les médias, qui permettra de renforcer les informations à avoir pour prévenir les conflits dans le mécanisme central, qui est le mécanisme que nous avons toujours eu à déployer, qui est le mécanisme d'alerte précoce, qui consiste à déployer des volontaires de la paix, des analystes et des coordinateurs régionaux pour suivre le processus et rapporter les violations des droits de l'homme, les germes de conflit et arriver assez rapidement à trouver solution en étant en relation avec
des personnes ressources des ministères, des institutions de la République et d'autres mécanismes déployés par d'autres collègues. Et donc, le troisième niveau, naturellement, comme je l'ai dit, c'est celui que la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme va porter en collaboration avec le CACIT pour suivre nos collègues eux-mêmes. Parce que nous avons un mécanisme pour suivre le processus, pour aller sur le terrain, mais nous-mêmes derrière, quel est le mécanisme qui nous permet d'être en alerte si on a un problème particulier en tant que défenseur des droits de l'homme déployé sur le terrain. Donc on avait pensé cela, et comme la coalition a le mandat de suivre les défenseurs, c'est elle qui va être en avant et nous on va essayer de collaborer avec eux sur le sujet. Alors ça veut dire votre mécanisme d'observation de l'élection, ce n'est pas pour, in fine, par exemple, faire comme ce que font les autres. Nous avons observé le scrutin, les bureaux de vote ont ouvert à telle heure, ont fermé à telle heure, il y a eu tel incident, ce n'est pas vraiment ça. C'est cela. Nous allons voir les cadres légaux existants. C'est cela que nous allons utiliser pour voir est-ce que les lois sont respectées. Maintenant, par rapport au scrutin lui-même, et combien, si les bureaux de vote sont ouverts à temps, si les gens ont pu avoir accès au bureau de vote, si les gens ont pu voter en toute liberté, etc., si le matériel a été rendu disponible, tout ce qui est dans le code électoral et qui doit répondre au respect de l'état de droit, nous essayons de voir si tout ce mécanisme a été respecté. Et en plus de voir si, ici et là, il y a des germes de conflits qui veulent apparaître, on puisse assez rapidement alerter qui de droit et voir comment juguler ces germes de conflit pour que ça ne dégénère pas. Le but de tout cela, c'est quoi, in fine? Le but, au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'on puisse prévenir les conflits, s'assurer du respect de l'état de droit pendant le processus électoral. Et d'ailleurs, notre intervention tout à l'heure aussi sur les questions du financement rentre dans cette logique. Et donc, nous avons l'accréditation de la CENI, nous avons mis à contribution certains collègues de la société civile pour nous accompagner, qui ont accepté faire partie de notre mécanisme en tant que partie prenante tout entière. Et donc, le mécanisme à 3 dimensions est porté par le CACIT. Alors, je pose la question du but parce que à la fin, on a comme l'impression que, bon, vous faites ce travail gigantesque, vous faites des recommandations, mais on est dans un éternel recommencement et c'est comme si vous n'êtes pas trop pris en compte. C'est le sentiment que vous avez aussi? Bon, est-ce que si nous avons ce sentiment de manière plate, nous démissionnerons. Nous pensons que nous sommes en train de faire quelque chose sur le terrain qui, au fil des années, apporte quelque chose forcément. Qui, au fil des années, apporte quelque chose avec, bien sûr, des ratés, des reculs, un certain nombre de choses que nous pouvons déplorer. Mais en même temps, sur d'autres aspects, nous avons des choses à faire valoir en termes de victoire pour les droits de l'homme, pas pour nos organisations, pour les droits de l'homme. Alors, vous avez déjà des inquiétudes particulières depuis le début de la campagne, par exemple. Vous vous êtes dit, il y a eu telle chose qui ne va pas bien, vos observations sur les médias, sur le déroulement de la campagne, même entre les candidats, eux? Jusqu'à présent, nous félicitons. Dans le communiqué, nous l'avons dit, que globalement, la campagne se déroule bien. Au-delà de quelques incidents ici, là, qu'on a eu à déplorer. Et donc, c'est à saluer. Nous espérons que ça continuera ainsi jusqu'à la fin. Et nous espérons aussi que les candidats auront tous plutôt la même chance, hein, comme on le dit pour le financement, même pour l'accès aux médias, etc. Ils auront la même chance pour pouvoir avoir accès aux médias publics, et même dans le traitement de l'information, pour qu'au final, le meilleur gagne. Et il y a déjà quand même un certain nombre de partis qui ont dénoncé que ce soit des entraves, des perturbations de leur campagne. Vous avez été saisi de ces choses, vous avez déjà investigué là-dessus? Oui, nous avons eu des cas où certains partis ont déploré le fait que, et ça je pense que c'était dans le domaine public, ont déploré le fait qu'ils ont voulu être empêchés pendant leur campagne, etc. Donc c'est ce que nous disons, qu'il y a eu quand même quelques ratés qui, heureusement, n'ont pas conduit à des dérapages. Et donc nous osons croire que la campagne finira sur une bonne note. Au-delà de l'aspect forme, est-ce que le fond de la campagne vous intéresse? Je veux parler de ce que disent les candidats, leurs projets et tout.
Bien sûr, nous, c'est pas, je suis en train de vendre peut-être la mèche. Il y a nos collègues, certains collègues de la société civile, notamment les défenseurs des droits de l'homme, Amnesty notamment, la CAT, qui ont déjà eu à se prononcer sur un certain nombre de mesures ou d'actions que les candidats doivent prendre en compte quand il s'agit d'aller dans le fond de leur dossier de campagne, de leur projet de société plutôt. Nous avons écrit aux candidats pour avoir leur projet de société, histoire de voir dans quelle mesure on peut mieux accompagner le processus. Certains ont envoyé, d'autres pas. Nous avons pu trouver pour d'autres par d'autres moyens, que ce soit sur leur site, etc. Et donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est à la suite de nos collègues de sortir aussi un document de plaidoyer qui appelle les candidats à prendre en compte sérieusement les questions, parce que les questions de droits de l'homme, parce que nous avons comme l'impression que c'est presque la matière pauvre aussi de la campagne, les questions de droits de l'homme qui, en réalité, est l'élément central, l'approche centrale autour duquel doit tourner tous les programmes de société. Et maintenant, parce que c'est l'homme, le droit de l'homme, c'est l'homme qui est au centre, et donc rappeler aussi les engagements que l'État a pris devant les mécanismes, que ce soit sur les questions de droits de l'enfant, l'impunité, l'administration de la justice, les conditions carcérales, un certain nombre de points sur lesquels nous voudrions que les candidats puissent prendre des engagements, l'éducation au niveau du Togo, comment revoir l'éducation pour que l'éducation soit futuriste pour le développement du pays. Et donc, par rapport à ces différents points, préciser aussi aux populations qu'ils veulent prendre avec eux un contrat social, avec un contrat social sur lequel ils disent clairement comment ils vont pouvoir mettre en œuvre ces engagements. Parce que c'est facile de dire, je vais construire 1000 écoles, 1000 logements sociaux, je vais faire ci, je vais faire ça. Si derrière, vous ne dites pas comment concrètement vous comptez le faire, pour que la population puisse juger si effectivement vous allez pouvoir le faire ou pas et pouvoir trancher le 22. Alors petit à petit, on approche du 22. Vous avez des craintes particulières ou l'observation que vous avez faite jusqu'ici vous dit que ça va très bien se passer? A priori, ça va très bien se passer. Ghislain Yakou, merci. C'est moi qui vous remercie. Directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Le temps de suivre le journal et puis nous passons à regard croisé.